lundi et mardi. Et pour parler de ce sujet, on a le plaisir donc d'accueillir au plateau professeur Ibrahim Al-Bahiri, professeur de droit international à l'université de Helwan. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc on va regarder tout de suite un reportage sur ce sommet de Nairobi et on revient pour notre débat. Ce sommet Afrique-France a visé à redéfinir les relations entre la France et l'Afrique dans un contexte de forte mutation internationale. Les discussions ont porté sur deux enjeux majeurs. Le président Macron a plaidé pour une plus grande représentation du continent africain, notamment au sein du G20 et de l'ONU, ainsi que pour une coopération fondée sur l'investissement plutôt que sur l'influence traditionnelle. On regarde le reportage et on revient pour notre débat. Le sommet Afrique-France, tenu à Nairobi en présence de nombreux chefs d'État, dont le président Abdel Fattah el-Sisi, le président français Emmanuel Macron et plus dirigeants africains, a visé à redéfinir les relations entre la France et l'Afrique dans un contexte de forte mutation internationale. Les discussions ont porté sur des enjeux majeurs: réforme du système financier mondial, développement économique, sécurité alimentaire, énergie, climat et renforcement de la place de l'Afrique dans les institutions internationales. Le président français Emmanuel Macron a plaidé pour une plus grande représentation du continent, notamment au sein du G20 et de l'ONU, ainsi que pour une coopération fondée sur l'investissement plutôt que sur l'influence traditionnelle. Les dirigeants africains, notamment le président kenyan, ont insisté sur la nécessité pour l'Afrique de transformer ses ressources en valeur ajoutée grâce à la technologie et à l'industrialisation, tout en renforçant la paix et la sécurité. Le président Al-Sisi a pour sa part appelé à une réforme urgente du système financier international, à des mécanismes innovants de financement du développement et à une solution à la crise de la dette africaine, soulignant le lien entre paix et développement. En marge du sommet, plusieurs rencontres économiques ont eu lieu, notamment sur les investissements en logistique et transport maritime en Égypte. La conférence a débouché sur des recommandations visant à renforcer la coopération Afrique-France autour du développement de l'investissement et de la transition économique. Donc de retour et encore une fois, on accueille Dr Ibrahim Al-Bahiri, professeur de droit international à l'université de Helwan. Bonjour monsieur. Bonjour. On va commencer donc par cette question de la représentante du continent africain aux Nations Unies et aussi au G20. Le président Emmanuel Macron a parlé donc ou a plaidé pour une représentation plus importante de l'Afrique aux Nations Unies. Que signifie donc ou que veut dire le président Macron par cette représentation plus importante du continent africain à l'ONU? Peut-être avant de répondre à cette question, il faut remettre ce sommet dans son contexte international. C'est-à-dire aujourd'hui dans un contexte international marqué par une domination ou une volonté de domination menée par les puissances, les grands pays puissants, à savoir la Russie, les États-Unis et la Chine. L'Europe, entre guillemets, représentée par la France ayant une influence en Afrique, veut jouer un rôle. Donc elles se sont rendues compte que le passé colonial correspond à un inconvénient. Donc c'est pourquoi la France a choisi un État anglophone, le Kenya, a choisi également un nom différent de ce sommet, France-Afrique. On avait l'habitude de... Non, Afrique-France, on avait l'habitude de France-Afrique. Donc, et le président français n'a pas hésité à souligner qu'en effet, aujourd'hui et depuis 2017, d'une façon précise, la relation ou les relations entre la France et les États africains sont marquées par un traitement d'égal à égal pour faire face à un bouleversement dans ce contexte international. Oui. Elle n'a pas nommé ce bouleversement, mais on comprend très bien qu'elle vise les puissances qui cherchent
depuis une dizaine d'années, même plus, a joué un rôle plein en Afrique. La Russie, la Chine et les États-Unis. Dans ces conditions, on voit également on revient à la question posée, à savoir l'Afrique et les Nations Unies, l'Afrique et l'influence internationale. Pour que l'Afrique puisse avoir une voix entendue dans le monde, il faut d'abord, me semble-t-il, que l'unité du continent s'impose, que l'Union africaine se trouve avec un mot influent, l'unification, entre guillemets, entre les États, du moins d'un côté politique et économique. Donc, dans ces conditions, on se pose la question comment l'Afrique peut avoir une influence au sein des Nations Unies. La question posée concerne en effet le Conseil de sécurité. Plutôt le Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que l'Afrique, les États africains sont membres déjà des Nations Unies. Sont membres, mais malgré qu'ils soient membres des Nations Unies, la décision que se passe au sein de cette organisation se passe souvent avec l'appui des États puissants, les 5 États membres au sein du Conseil de sécurité. Oui. Pour que l'Afrique puisse avoir une influence au sein de cette organisation, il faut qu'il y ait une présence permanente, au moins de l'un des États africains, au sein de cette organisation internationale, au sein de cet organe, à savoir le Conseil de sécurité, dans les Nations Unies. Donc, si on peut garantir à un État africain, au moins, une présence permanente, et pourquoi pas, dans le cadre d'une réforme des Nations Unies, du système de Conseil de sécurité, une reconnaissance également de pouvoir user de droit de veto, parce que l'Afrique, composée de presque 50 pays, l'Afrique, un continent très jeune, l'Afrique, une terre vierge, l'Afrique qui attire les puissances occidentales, mérite de jouer, comme l'a souligné le président français, le rôle qu'il devrait lui être attribué. Jouer ce rôle sur le plan politique à travers de cette organisation internationale, mais avant cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'Union africaine, que les États africains se remettent ensemble, qu'ils imitent un peu l'Europe, même si on a de remarques par rapport à une décision collective, mais je pense que ce qu'on arrive en Afrique à faire presque comme les Européens, on peut avoir un poids considéré dans la scène internationale, y compris au sein des Nations Unies. Et je pense que ça doit passer aussi par non seulement le rôle de l'Union africaine, mais aussi on peut faire une réforme des Nations Unies, une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il n'y aura pas donc ce droit de veto qui est donc pour certains pays, comme vous le savez, les États-Unis et la Chine, la Russie, et donc les États-Unis qui utilisent donc ce droit de veto pour ses intérêts et pour les intérêts d'autres États comme Israël, par exemple. Alors, on doit passer par cette réforme du Conseil de sécurité. En effet, c'est dans le cadre de cette réforme que l'entrée de l'Afrique devrait se faire. C'est-à-dire, depuis un moment, on parle de l'impuissance des Nations Unies de faire face aux crises internationales. Ce n'est pas seulement les Américains qui usent le droit de veto. La Russie aussi et leurs alliés. Quand il y a un intérêt, comme ce qui s'est passé en Europe, pour l'Ukraine, on peut également, la Russie a usé, lorsqu'elle a un intérêt, le droit de veto. Donc, depuis un moment, on parle d'une nécessité de réformer cette organisation internationale et surtout le Conseil de sécurité. Donc c'est dans le cadre de cette réforme que s'impose, que devrait être rentrée la question de faire face, c'est-à-dire la question de faire entrer l'un des États africains les plus influents ou l'État que les pays africains peuvent lui donner leur aval pour qu'il puisse représenter l'Afrique
au sein de cette organisation internationale pour qu'on puisse, le moment venu, faire face à des situations difficiles telles que ce qui se passait à l'époque de la guerre de Gaza ou l'Iran ou ailleurs, quoi. Oui, est-ce que vous voyez que ce sommet de Nairobi, est-ce qu'il reflète ou il marque donc un tournant dans les relations entre la France et l'Europe et les pays africains, surtout que le président Emmanuel Macron a déclaré à l'ouverture du sommet que cette relation ne doit pas se baser sur l'aide à l'Afrique, mais sur l'investissement en Afrique. Pas seulement l'aide, parce qu'il a dit que même les pays européens ne peuvent pas garantir cette aide pour l'Afrique en abondance. Alors, est-ce qu'on est en train donc de témoigner d'une transformation de la relation entre l'Afrique et la France et l'Europe aussi? Si vous voyez, d'abord, le président français a tenu dans ce sommet, lorsqu'il a pris la parole, a laissé passer des messages clairs. Parmi ces messages, d'une façon précise, il a souligné qu'on tourne la page du passé colonial. Que la France traite avec les États africains au même pied d'égalité. Qu'on cherche à développer l'Afrique à plusieurs reprises pour l'intérêt des Européens et pour l'intérêt des Africains. Pour l'intérêt des Africains, pour que les États africains puissent garder leurs talents sur leur territoire, et pour que les États européens, dont la France, puissent faire face aux problèmes d'immigration. Donc, les messages passés par les présidents français sont également marqués par une volonté, si je puis dire, claire de la France de se retirer militairement. On a vu que la France, aujourd'hui, cherche à ne pas s'engager militairement dans les États de ses anciennes colonies. La France également n'a pas choisi un État francophone pour mener cette conférence. Elle a choisi un État anglophone. C'est aussi un message adressé par ce pays, par les États européens, pour dire au monde, je parle des Européens, qu'on ne vous laissera pas venir tout seul en Afrique. On va traiter avec les Africains comme des États souverains, pas comme des États dominés. Donc l'Europe, en effet, ces derniers temps, cherche à faire planer l'état de droit, pas l'état de colonie, alors que les puissances du monde d'aujourd'hui, surtout les États-Unis et les autres puissances, ont une autre volonté bien annoncée. C'est pourquoi les Français et les Européens profitent de cette situation pour essayer de mener une collaboration et une coopération en termes d'investissement. Et on a vu que la France a débloqué presque 23 ou 24 milliards d'euros des investissements privés pour essayer de mener un projet d'investissement en Afrique. On verra le moment venu si cette coopération va nous conduire à avoir une Afrique qui prospère. Donc voilà quoi. Oui, si on parle donc des déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi, de son discours, il a donc lié entre la paix et le développement. Il a dit qu'il n'y aura pas de paix sans développement et il n'y aura pas de développement sans paix. Et alors, comment vous avez interprété donc cette équation, cette stratégie du président el-Sisi liant entre développement, paix et sécurité? Le propos des chefs d'État égyptiens, basés et fondés sur la paix et le développement, sont des propos vraiment sages et considérés. Parce que là où il y a l'instabilité, là où il y a la guerre, là où il y a le conflit, on ne peut pas parler de développement. Oui. On ne peut pas parler d'investissement. Les investissements, les capitaux, comme on dit, ont peur de s'engager, de venir à des terres ayant des conflits militaires. Donc, que le chef d'État égyptien
met les points sur les i concernant ce point précis, à savoir il faut que l'Afrique trouve d'abord la paix, il faut que les États africains trouvent d'abord la sécurité. Ceci est un préalable indispensable au développement. Donc je pense que le chef de l'État égyptien, lorsqu'il dit cela, il pense notamment à des États comme les Soudan, comme la Somalie, comme le Mali, pas seulement aux États arabes. Et je pense que viser ce point, c'est faire ou tirer une sonnette d'alarme, pas seulement pour les chefs d'État français, mais surtout pour les États africains, on est aujourd'hui là, 22 ou 24 pays de ce continent. Il faut en profiter pour d'abord mener la paix entre nous et en même temps parler de développement. Aussi, il a parlé, Monsieur le Président, il a parlé d'un autre sujet très important, et c'est la réforme du système financier mondial pour le profit, bien sûr, de l'Afrique. Comme vous le savez, les pays africains, ce sont les pays qui subissent toutes les répercussions des conflits, des guerres dans le monde, pas seulement du point de vue sécuritaire, mais aussi alimentaire. Alors, comment donc vous avez interprété cette réforme ou cet appel à une réforme mondiale, financière mondiale, et est-ce que c'est faisable? Je pense que le chef de l'État, lorsqu'il évoque cette question, il vise plutôt le problème des dettes souveraines. Le problème des dettes souveraines, parce que les États africains et les États de l'Amérique latine représentent les pays les plus endettés. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on a des crises financières, lorsqu'on a moins d'industrie, moins de développement, on ne peut pas avancer. Donc reformer ce système mondial, moi personnellement je ne vois pas comment au niveau international on va procéder à une réforme de ce système monétaire international, parce qu'aujourd'hui on est face à des États et à des bailleurs de fonds qui tiennent la clé, entre guillemets, concernant la gestion, l'ingérence, l'intervention dans la politique économique des pays endettés. Est-ce que, puisque la France est présente aujourd'hui, les chefs de l'État égyptien visent à ce qu'un rééchelonnement des dettes pour les États qui sont en crise peut être proposé? Est-ce qu'on peut aller dans le cadre d'une annulation au moins partielle de certaines dettes, comme François Mitterrand l'a fait à un moment donné de la part de la France vis-à-vis de certains pays africains? Donc, ce qui est plus important que le chef de l'État met également les points sur un point important, à souligner un point important qui handicape toute avancée au sein de l'Afrique. Parce qu'un État endetté, c'est un État qui ne peut pas avancer de la même vitesse qu'un État qui a moins ou qui n'a pas de dette du tout. Et même avec les assurances donc, du président français Emmanuel Macron que les relations entre l'Afrique et la France vont changer pour être entre des pays égaux ou une relation gagnant-gagnant. Mais même avec ces déclarations, on voit que le président kényan a évoqué le risque de voir l'Afrique où le rôle de l'Afrique réduit à un simple fournisseur de matières premières. Alors, comment donc sortir d'une manière durable de ce modèle de pays fournisseurs, de pays qui fournissent ses richesses seulement? Conscient de l'importance de l'Afrique, le chef de l'État français a fait sa visite accompagné d'un bon nombre de chefs d'entreprises françaises. On parle d'un millier, ce que j'ai lu, je crois, des chefs d'État, des chefs des entreprises de toutes sortes, des grandes, des moyennes et des petites entreprises. Et je pense qu'ils ont profité de signer quelques contrats. Donc, conscient de l'intérêt, de l'importance de l'Afrique, qui est un continent, comme l'a dit le chef de l'État français, jeune,
est également riche. Riche en matières premières, mais riche également de ses ressources humaines. Donc, commencer une nouvelle phase, une nouvelle collaboration, ou une collaboration d'une façon basée sur l'égalité des traitements entre la France et les pays européens d'un côté et l'Afrique de l'autre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une volonté annoncée par la France et les Européens de dire aux autres puissances qu'on ne vous laissera pas seulement, qu'on ne vous laissera pas l'Afrique à vous seuls. On est là et qu'on va traiter avec les Africains d'une façon permettant le respect de la souveraineté de chaque État. Mais pour que l'Afrique puisse vraiment tirer bénéfice de ce genre de sommet, de ce genre de collaboration, il faut que l'Afrique d'abord, comme je vous ai dit, trouve un mot unique, trouve une unification des décisions. Il faut que les États africains d'abord créent ou au moins rendent efficace le rôle de l'Union africaine. Il faut qu'il y ait une véritable collaboration commune entre les Africains afin qu'on puisse transformer les ressources primaires en une industrie et une nouvelle technologie qui font en sorte, une nouvelle technologie de toutes sortes, y compris militaire, afin que ce continent puisse trouver une vraie indépendance, pas une indépendance artificielle. Oui, donc quand vous avez dit que ce sommet, c'est un message pour les pays qui concurrencient donc, le continent africain, comme la Chine, les États-Unis et la Russie surtout, les grandes puissances. Mais est-ce que donc cette concurrence peut influencer cette nouvelle approche donc en France-Afrique? C'est les États africains qui devraient saisir les occasions. Quand on voit les grandes puissances font la concurrence pour, je ne vais pas qualifier les États africains comme étant des morceaux de gâteau, je vais dire que si on est conscient que les grandes puissances cherchent à venir chez nous, pourquoi pas alors profiter de cette concurrence menée par les grandes puissances pour tirer nos propres profits pour devenir prochainement également une puissance mondiale. Je pense que c'est faisable parce que si nous avons les ressources humaines, si nous avons les sources en matières premières, si nous avons un continent très riche qui se développe rapidement, ce qui manque, c'est la démocratie, la vraie démocratie, c'est le développement économique, c'est la vraie collaboration, c'est la décision, comme je vous ai dit, unifiée de la part des États africains. Oui, bien sûr. Alors, sur cette réponse donc très importante, on arrive à la fin de cette édition. Monsieur Ibrahim Al-Baheri, professeur de droit international à l'Université de Helwan, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Vous êtes toujours le bienvenu à Nile TV International et passez une excellente journée. Et voilà donc, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes.